Le socialisme a été l'une des idéologies les plus débattues à travers l'histoire. Sur le papier, il promet l'égalité, la justice sociale et un système économique où chacun a accès aux ressources essentielles. Cependant, une fois mis en œuvre, les résultats ont été à maintes reprises catastrophiques. Cette idéologie fait appel au désir humain d'équité et de justice, mais ses défauts sont évidents en pratique. L'attrait du socialisme réside dans sa capacité à raisonner émotionnellement avec les gens. Dans un monde où l'inégalité est palpable, l'idée de redistribuer les richesses et de garantir l'accès universel aux services de base semble être une solution idéale. Cependant, il existe un décalage fondamental entre ces idéaux et son application dans le monde réel. Des pays comme la Suède et le Danemark sont souvent cités comme des exemples de réussite, mais c'est trompeur. Ces nations ne sont pas socialistes au sens classique du terme. Il s'agit plutôt d'économies de marché avec des impôts élevés pour financer un État-providence solide. La propriété privée et la concurrence restent fondamentales pour leurs systèmes économiques. D'un point de vue économique, l'un des principaux problèmes du socialisme est le manque d'incitation. Dans un système où l'effort individuel n'est pas lié aux récompenses, la productivité a tendance à diminuer. Ce phénomène est connu en économie sous le nom de tragédie des biens communs, où la propriété collective des ressources conduit à la surexploitation ou à l'inefficacité. En Union soviétique, par exemple, les fermes collectives ont entraîné une production agricole insuffisante et des produits de mauvaise qualité. Les agriculteurs, incapables de bénéficier directement de leurs efforts, étaient peu motivés à améliorer la productivité. Cela a conduit à des pénuries alimentaires récurrentes et à la dépendance aux importations, même dans un pays doté de vastes terres agricoles. La situation s'est aggravée parce que les planificateurs centraux ont donné la priorité aux objectifs politiques plutôt qu'aux besoins réels, gaspillant les ressources et provoquant un mécontentement généralisé parmi les travailleurs. Un autre problème critique est l'incapacité du socialisme à utiliser le système des prix comme mécanisme d'information. Dans une économie de marché, les prix reflètent l'offre et la demande, guidant les producteurs sur ce qu'il faut produire et en quelle quantité. Dans le socialisme, en éliminant le marché, les planificateurs centraux manquant de données précises pour allouer les ressources efficacement. Pendant le Grand Bond, en avant en Chine, Mao Zedong a mis en œuvre des politiques qui ont forcé les agriculteurs à produire de l'acier au lieu de nourriture. L'absence d'un système de prix pour indiquer les véritables besoins économiques a conduit à la conversion des terres agricoles en projets industriels mal planifiés. Cela a contribué à l'une des famines les plus meurtrières de l'histoire, où entre 15 et 45 millions de personnes sont mortes. La catastrophe a non seulement mis en évidence l'inefficacité du contrôle centralisé, mais aussi les dangers d'ignorer les dynamiques fondamentales de l'offre et de la demande. Le socialisme est également confronté à des défis insurmontables en matière d'innovation. Joseph Schumpeter, dans sa théorie de la destruction créatrice, souligne que le progrès économique dépend de la concurrence et de l'innovation. Dans les systèmes socialistes, où il n'y a pas de réelle concurrence ni d'incitation à innover, l'économie stagne. Un exemple clair a été le retard technologique de l'Union soviétique par rapport aux nations occidentales pendant la guerre froide. Alors que les États-Unis développaient des avancées telles que l'informatique et les télécommunications, le bloc soviétique avait du mal à suivre. Ce retard technologique a limité sa capacité à concurrencer économiquement et militairement, contribuant à son effondrement final. Un autre aspect économique est la tendance du socialisme à créer des monopoles d'État inefficaces. Au lieu de favoriser la concurrence, le socialisme concentre le pouvoir économique entre les mains de l'État, ce qui entraîne souvent de la corruption et un manque de responsabilisation. Au Venezuela, par exemple, la nationalisation de l'industrie pétrolière sous Hugo Chavez a entraîné une chute drastique de la production en raison d'une mauvaise gestion et de la corruption. Selon les données de l'OPEP, la production pétrolière du Venezuela est passée de 3,5 millions de barils par jour en 1998 à moins d'1 million en 2020, malgré le fait qu'il possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole brut au monde. Cela a non seulement dévasté l'économie du pays, mais a également laissé des millions de citoyens dans une extrême pauvreté, dépendant de l'aide internationale. La concentration du pouvoir dans les systèmes socialistes affecte non seulement l'économie, mais aussi les libertés individuelles. Friedrich Hayek, dans son ouvrage « La route de la servitude », soutient que le contrôle étatique de l'économie
conduit inévitablement à la perte des libertés politiques. Cela était évident en Union soviétique, où la centralisation du pouvoir a conduit à la répression de la dissidence et au contrôle totalitaire de la société. Les citoyens étaient constamment surveillés, et toute critique du régime pouvait entraîner l'emprisonnement ou pire. L'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant et d'une presse libre a permis au gouvernement soviétique d'opérer sans restriction, entraînant des violations massives des droits de l'homme. L'histoire offre de nombreux exemples de l'échec du socialisme. Le Venezuela est l'un des cas les plus récents. Malgré le fait de posséder les plus grandes réserves de pétrole au monde, les politiques socialistes mises en œuvre par Hugo Chavez et poursuivies par Nicolás Maduro ont conduit le pays dans une crise humanitaire sans précédent. Des nationalisations massives, le contrôle des prix et une gestion économique désastreuse ont provoqué une hyperinflation, des pénuries alimentaires et un exode massif de citoyens. Selon les chiffres du Fonds monétaire international, l'inflation au Venezuela a atteint le chiffre stupéfiant de 10 millions de % en 2019, rendant la monnaie locale pratiquement inutile. La crise a également révélé comment le manque de diversification économique, typique des systèmes socialistes, peut conduire à l'effondrement lorsqu'un secteur clé échoue. La Corée du Nord est un autre exemple de la façon dont le socialisme peut pousser une économie au bord de l'effondrement. Alors que son voisin du Sud prospère sous un système capitaliste, la Corée du Nord est confrontée à une extrême pauvreté, à la répression politique et à une économie stagnante. Les rapports des Nations Unies indiquent que plus de 40% de la population nord-coréenne souffre d'insécurité alimentaire chronique, un problème exacerbé par le manque de commerce international et l'échec des politiques d'autosuffisance. En outre, le gouvernement nord-coréen donne la priorité aux dépenses militaires plutôt qu'au bien-être de ses citoyens, aggravant la crise humanitaire. L'Allemagne de l'Est sert également de cas illustratif. Sous le régime socialiste, son économie ne pouvait pas concurrencer celle de l'Allemagne de l'Ouest. Malgré les subventions de l'Union soviétique, elle souffrait d'une faible productivité, de pénuries et d'une qualité de vie bien inférieure. Cela a poussé des millions de personnes à tenter de s'échapper de l'autre côté du mur de Berlin, démontrant comment les politiques socialistes s'aliènent souvent leurs propres citoyens. En 1989, avant la chute du mur, le PIB par habitant de l'Allemagne de l'Ouest était plus du double de celui de l'Allemagne de l'Est, une disparité qui soulignait les conséquences économiques du socialisme. Même après la réunification, les anciens territoires allemands ont connu des décennies de retard économique par rapport à leurs homologues occidentaux. En plus de ces exemples, le Zimbabwe sous Robert Mugabe illustre les dangers des politiques socialistes. Les réformes de redistribution des terres, initialement destinées à instaurer la justice sociale, ont conduit à l'effondrement du secteur agricole, qui à son tour a provoqué une hyperinflation et un effondrement économique généralisé. En 2008, l'inflation a atteint 79,6 milliards de %, anéantissant les économies de millions de citoyens et laissant le pays dépendant de l'aide internationale. L'effondrement du Zimbabwe a montré comment des politiques conçues pour corriger les inégalités historiques peuvent avoir des conséquences dévastatrices lorsqu'elles sont mises en œuvre sans tenir compte des réalités économiques. Il est également important de démystifier le mythe des pays socialistes prospères. La Suède, la Norvège et le Danemark sont souvent cités comme exemples, mais ces nations fonctionnent avec des économies de marché et des États-providence forts. La propriété privée, la libre entreprise et la concurrence sont fondamentales à leur succès. De plus, ces pays ont de faibles niveaux de corruption et un degré élevé de transparence, des facteurs qui contrastent fortement avec les régimes socialistes traditionnels. Selon l'indice de liberté économique de 2023, ces pays se classent parmi les économies les plus libres du monde, renforçant l'idée que leur succès n'est pas attribuable au socialisme. Le socialisme attire les gens avec ses promesses d'égalité et de justice, mais échoue parce qu'il ignore la nature humaine, élimine les incitations, concentre le pouvoir et conduit à l'inefficacité économique. L'histoire a montré à plusieurs reprises que les systèmes socialistes finissent par créer la pauvreté, la répression et l'inégalité. Bien que le désir de créer une société plus équitable soit louable, les données et les faits montrent clairement que le socialisme n'est pas la voie à suivre pour y parvenir. La solution réside dans la recherche d'un équilibre qui combine la liberté économique avec un filet de sécurité sociale efficace, ce que seules les économies de marché ont réalisé jusqu'à présent.
Cet équilibre permet aux sociétés d'exploiter l'efficacité et le dynamisme du capitalisme avec la justice sociale d'un État-providence bien conçu. De cette façon, nous pouvons construire une société non seulement plus juste, mais aussi durable et prospère. La clé est de promouvoir des systèmes qui encouragent l'innovation et la concurrence, tout en protégeant les plus vulnérables, créant de réelles opportunités pour tous.